Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 11. Faut-il parler de violence policière ? Avec Slim Ben Achour, David Dufresne et Nora Hamadi à la modération. Et bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Bienvenue à tous dans cet auditorium pour ces procès du siècle. Et aujourd'hui, nous allons parler violences policières. Faut-il parler de violences policières ? Le 27 juin 2023, souvenez-vous, la mort de Naël Merzouk, un adolescent de 17 ans tué par balle par un policier à Nanterre après un refus d'obtempérer, mais de nouveau en lumière l'augmentation des décès, des blessures liées à ces refus d'obtempérer, mais de manière plus grave encore, le fait que ce soit filmé interpelle et percute la France entière. Mais tout ceci remet surtout au centre et en débat l'expression « violence policière ». Et jusqu'où le recours à la violence par la police est-il légitime ? Comment peut-on retisser un lien de confiance ? On en parle ce soir, on en débat. Et je vous demande d'applaudir Slim Ben Achour et David Dufresne. Bonjour messieurs, Slim Ben Achour, avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste des questions d'égalité, de non-discrimination, membre du syndicat des avocats de France. Slim, tu travailles depuis des années sur les questions de lutte contre les contrôles d'identité et tu as fait condamner l'État en juin 2026 pour faute lourde dans l'affaire des contrôles aux faciès de la gare du Nord. Tu nous en parleras. Tu as aussi introduit, et tu nous en parleras aussi, une class action, une action de groupe contre l'État pour des contrôles aux faciès. David Dufresne, longtemps reporter pour Libération, membre de l'équipe fondatrice du site d'investigation Mediapart, écrivain, réalisateur. Votre premier long métrage au cinéma, Un pays qui se tient sage, a été soutenu par la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2020. Au moment des Gilets jaunes, vous égrenez plusieurs fois par jour des Allo Place Beauvau. C'était quand même au quotidien des horreurs, des vidéos, des gens qui étaient éborgnés, des mains arrachées. Mais du coup, la question qu'on se pose ce soir, c'est faut-il parler de violence policière ? Vous dites quoi ? Disons que violence policière, c'est une forme de pléonasme, puisque On commence bien. Non, mais je veux dire, c'est vendu avec la police, la violence, d'une certaine manière. Donc, on pourrait parler de violence d'État. Mais déjà, violence policière, c'est compliqué. Donc, on parlera plus tard de violence d'État quand déjà tout le monde sera d'accord pour qu'on parle de violence policière. En fait, le terme est entré quand même. D'ailleurs, là, on le voit très bien. Ici, il n'y a pas de guillemets. Il y a 3 ans, il y aurait eu des guillemets. Prenons au hasard BFM, par exemple, il n'y a plus de guillemets à violence policière, alors qu'avant, il y en avait. Il se trouve que c'est devenu implacable avec, en partie, les Gilets jaunes, parce qu'il y a eu une profusion d'images qui remontaient par les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que ce qui existait depuis très longtemps, on y viendra notamment dans les quartiers, mais qui n'était pas nécessairement documenté, où les gens qui documentaient n'avaient pas accès à ceux qui pouvaient parler de cette documentation, ce qui faisait que ça se produisait dans l'indifférence de la société. Voilà. Et on y reviendra sur le fait que l'image est fondamentale pour faire exister, surtout quand on vient d'un espace où la parole est disqualifiée. Mais Slim, bavure ou violence policière ? C'est quoi la différence ? J'ai l'impression que la bavure, c'est un fait isolé, individuel, qui se concentre sur un policier ou quelques policiers. Je pense qu'on va économiser un peu notre temps.
On ne peut pas dire en France, que ce soit dans les quartiers, à l'occasion des manifestations, que la violence en France, elle est isolée. On le sait, aujourd'hui, beaucoup de politiques nous disent qu'elle est légitime. Non, elle n'est pas légitime quand elle viole les droits fondamentaux, par exemple, des personnes. Donc, quand on a autant de faits et autant de dénégations de la part des autorités, bien évidemment, on n'est pas dans les bavures, on est dans les problèmes structurels, institutionnels, systémiques. Cette idée de Max Weber que l'État a le monopole de la violence légitime, alors c'est la tarte à la crème. Depuis des années, de tous les plateaux télé, on n'entend que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est notamment Gérald Darmanin qui a beaucoup remis ça à la mode, en le disant comme vous venez de le dire. Sauf que c'est pas ce que Max Weber a dit. Donc Max Weber, c'est sociologue allemand du début du siècle dernier, etc., un des fondateurs de la sociologie moderne. Mais ce qu'il dit, c'est non pas ce qu'a dit Darmanin. Darmanin a dit cette phrase, « La police a le monopole de la violence légitime, c'est vieux comme Max Weber ». Ben non, parce que Max Weber, il a dit « L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence légitime ». Le terme, pour moi, le plus important, c'est « revendique ». Et le terme « revendiquer » a été complètement oublié. On comprend bien pourquoi. Parce que revendiquer, ça donne matière à notre soirée. C'est-à-dire qu'il y a une discussion, faut-il parler des violences policières ? Oui, puisque l'État ne détient pas, contrairement à ce qu'on dit, le monopole de la violence légitime, mais il la revendique. Donc ça veut dire qu'en fait, on lui cède, on lui lègue, on lui fait confiance, et puis à un moment donné, on lui fait plus confiance. Pour certaines affaires, pour certaines doctrines, pour certains usages des armes, etc., etc. Voilà. David Dufresne, votre première pièce à conviction, c'est un extrait du tournage, un making-of, c'est ça, de la série Disney+, sur la mort de Malik Oussekine, 1986. Pourquoi ce choix ? Pourquoi je vous montre ça ? Parce que 1986, c'est mon deuxième contact, on va dire, avec la police. Moi, je suis pas rue Monsieur le Prince, mais 2 rues d'à côté. Je suis jeune étudiant, pourchassé par les voltigeurs, et ça m'a marqué. Alors, les voltigeurs, ce sont ce qui est l'équivalent de la Bravem aujourd'hui, ces policiers sur des motos. Ils sont 2. Le deuxième porte en général une matraque. Oui. Et les voltigeurs, en fait, ce sont eux qui assassinent Malik Oussekine. C'est ça. Il y a beaucoup de choses autour de Malik Oussekine. La première chose, la plus importante, c'est qu'on va être 400, 500 000 dans les rues. Ça a été un enjeu politique majeur. Ça a été un choc. Un tel choc qu'à ce moment-là, le maintien de l'ordre s'est modifié. C'est ce qu'on a appelé le maintien de l'ordre à la française. Je mets beaucoup de guillemets avec ça, mais sur l'idée de dire la police doit être à distance, pas de contact. La première des choses pour un CRS, un gendarme mobile, c'est d'absorber les coups. Ce n'est pas d'en donner. C'est grosso modo ce que les polices européennes appellent la désescalade. Et c'est ce qui va exister à peu près, sauf dans les quartiers, là c'est tout à fait différent, c'est ce qui va exister à peu près jusqu'au début des années 2000, où là on voit apparaître un entrechevêtrement des techniques de police d'interpellation brutale, type BAC, avec le maintien de l'ordre, pour arriver à ce qu'on a connu là. Mais je pense que ce sera l'occasion. Mais on y reviendra. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que la mort de Malik Oussekine en 1986, elle arrive après une litanie de morts. C'est-à-dire que, pourquoi celle-ci a réveillé quelque chose, sachant que on commémorait le 3 décembre dernier les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. La marche, elle part de Marseille le 15 octobre 1983. Elle part parce qu'il y a des jeunes, notamment à Vénissieux, Toumi Djaïdja, qui depuis son lit d'hôpital, alors qu'il a été, un policier lui a tiré dessus, il décide avec le père Delorme de lancer une marche qui part de Marseille, qui arrive à Paris le 3 décembre, 100 000 personnes. J'ai un paragraphe entier du nombre de jeunes gens. Yazid Naïli, 13 janvier 1980, Groui Abdelkader, 6 février, Marseille, Lawari Ben Mohamed, assassiné le 17 octobre par un CRS lors d'un contrôle de routine. Qu'est-ce qui fait que celle-ci, cette mort-là, elle crée ça et pas les autres ? Alors en fait, il y a un paradoxe parce que Malik était bien étudiant, mais ce soir-là, en fait, il ne manifestait pas. Il sortait d'un club de jazz. Mais c'est la figure de l'étudiant dans le centre-ville, c'est-à-dire dans le quartier latin. Et donc, c'est ça qui joue. Et il y a un monsieur qui est dans le hall d'entrée. Et ce monsieur, il a assisté à la scène. Ce monsieur, il est blanc. Ce monsieur, il travaille au ministère des Finances. Et ce monsieur, on va le croire, parce qu'il est blanc, parce qu'il travaille au ministère des Finances. Là où toutes les autres affaires, comme toujours, on ne croit pas. Et c'est bien là tout l'enjeu, justement. Slim, votre pièce à conviction, on démarre par un portrait que vous connaissez peut-être, celui de Ziad Ebouna. 2005. Pourquoi cette photo, Slim ? D'abord, elle est extrêmement émouvante. Sont des mineurs, sont des gamins.
Ils terminent une partie de football et ils veulent éviter ce qui est un drame pour beaucoup, c'est un contrôle d'identité. Parce qu'ils savent en général que, bien évidemment, l'interaction avec les policiers très souvent constitue une violence. Et on sait ce qui va se passer. Ils vont mourir et on va être dans une situation qui est quand même assez incroyable puisque l'état d'urgence va être voté. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'on le remet en place sur le territoire français. Donc, ils vont mourir, 3 semaines de violence, avec beaucoup de stéréotypes, de préjugés, de racisme dans les médias, je me souviens. Et on voit l'incompréhension des gens qui nous dirigent vis-à-vis d'une jeunesse. Et elle est importante parce qu'à titre personnel, mais ça, c'est pas le plus important, elle va me motiver à travailler sur les violences policières et sur les contrôles d'identité. Et apprendre que... j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont jamais subi un contrôle dit de routine. Ce sont toujours les mêmes qu'on contrôle. Ces contrôles sont concentrés sur des populations de mineurs ou jeunes adultes qui ont les caractéristiques de Ziad et Bouna. Et très souvent, vous le savez aussi, puisqu'il y a le passé dont tu as parlé, mais il y a aussi ce qui s'est passé après. Le contrôle d'identité, c'est la clé d'ouverture aux violences. Et je ne sais pas comment on peut préparer des gamins à devenir des citoyens quand la première ou la deuxième institution à laquelle ils sont confrontés les traite comme ça. Et là, vous voyez bien, là, on a affaire à un problème de culture, parce que bien évidemment, ça a un lien avec la façon de faire de la police, avec certains d'entre nous, des policiers, qui sont dans l'incapacité de comprendre que ce qu'ils font est illégal, inconstitutionnel, inconventionnel, est gravissime en réalité pour la cohésion sociale, pour le développement de ces gamins. Et ces gamins, c'est quelque chose qu'ils disent à partir de 16-17 ans. Nous sommes des citoyens de seconde zone. On sait qu'un gamin, notamment noir ou arabe, a 20 fois plus de risques de se faire contrôler. Quoi qu'il en soit, là-dedans, ce qui est intéressant, et c'est en lien avec Ziad et Bouna qu'on avait juste avant, c'est que là, il y a de la vidéo. Il y a de la vidéo pour Naël, il y a de la vidéo pour George Floyd, il y a de la vidéo pour Michel Zecler. C'est que la vidéo, en fait, finalement, le fait de documenter, ou alors que tout ceci soit légitimé par la parole de quelqu'un qui n'est pas partie prenante, ça le fait exister. Et j'irai plus loin. Je me souviens, post-loi travail 2015, nuit debout à Paris, des manifestants décident de rester sur la place de la République pendant des jours. Et à un moment, il y a un atelier sur les violences policières. Et ils font venir des militants historiques des quartiers populaires, notamment d'un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'immigration et des banlieues. Et Almami Kanouté, un grand noir du 94, leur dit « Ah ouais, ça vous intéresse maintenant ? Parce qu'il y a des blancs qui sont touchés, maintenant ça vous intéresse. » Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Je comprends tout à fait la déclaration, même si elle fait mal à ceux qui, comme moi, s'intéressent à ces choses-là depuis avant. Mais d'un point de vue de société, la phrase est juste. Après, il y a quand même une évolution, c'est-à-dire qu'en effet, c'est devenu, entre guillemets, plus simple de documenter ces dernières années. Donc on voit quand même que ça a débordé le simple cadre des Blancs qui sont victimes. Et donc on commence à en parler, même si, à ce moment-là, 2015, c'est un peu vrai. En fait, il faut voir que ça a été long et compliqué pour que la société comprenne qu'elle avait un problème avec sa police, parce que, en effet, pendant très longtemps, c'était ce qu'on appelait dans les années 70, 80, des ratonnades, donc ça concernait les Arabes, donc on s'en foutait. C'était ça, grosso modo, pour le dire, voilà. Quand je dis on s'en foutait, la société s'en foutait, notamment la société médiatique qui, à mon sens, a une responsabilité énorme dans ces choses-là. Maintenant, le drame, c'est que, et Slim le voit sans doute, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo peut se retourner contre les victimes, puisqu'il y a quantité d'affaires, notamment en comparution immédiate. Si vous n'avez pas de vidéo, alors là, vous devenez à nouveau extrêmement suspect. Mais comment ça, le policier vous a insulté, mais vous n'avez même pas de son, vous n'avez rien, etc. C'est-à-dire que ça se retourne en ce moment, cette idée. Et même quand il y a des vidéos, pour l'heure, si ça commence très, très, très timidement, il y a très peu de condamnations de policiers. On l'a vu avec Théo Loaka, le jeune homme qui a été victime à Aulnay-sous-Bois. Il prend un coup de matraque dans l'anus, il se retrouve handicapé et vit aujourd'hui avec une poche, a dû abandonner notamment sa carrière sportive, etc. Les policiers ont été déclarés coupables et ont eu du sursis. Là, c'est parce qu'il y a eu des vidéos notamment. Et... Alors là, on est dans un paradoxe, parce que vous écoutez les avocats, ils sont heureux.
peine de prison avec sursis, c'est énorme. Une victoire. Maintenant, au regard des droits de la victime et de la conscience politique, c'est terrible. Mais on en revient à ce que disait, à mon avis, David, c'est qu'il y a des gens, fondamentalement, dont on se fout. Voilà. Le racisme, c'est quand même une idéologie ou une pratique qui a pour objectif de déshumaniser les personnes. Et pourquoi faire du droit? Pourquoi faire des procédures judiciaires? Je crois que bientôt vient Rachid Abrahim, ici, qui a écrit cette thèse incroyable sur la race tue 2 fois. Une fois les meurtres dont tu as parlé par des forces de l'ordre. Et puis ensuite, il y a la mort judiciaire. Parce que du fait de l'absence de preuves et l'absence de dynamisme et d'énergie montrée par les institutions, ce qui s'est passé pour Ziad Bouna, typiquement. Et bien évidemment. C'est pour ça que le racisme institutionnel, la dimension systémique, elle est là. Elle est là, et je dirais même elle est culturelle. Je ne sais pas si on a le temps d'élaborer, mais elle est culturelle. Mais on va y venir justement, à cette dimension culturelle. J'appelle à la barre Mireille Jacotin, conservatrice du patrimoine, responsable du pôle vie publique. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nora. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, en choisissant dans nos collections un casse-tête du début du XXe siècle, pour accompagner la séance de ce soir, j'étais bien loin d'imaginer que l'actualité me faciliterait autant la tâche. N'aura-t-on pas entendu ces jours derniers l'un affirmer, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, « Je n'envoie pas les CRS contre des gens qui travaillent ». Il l'a dit. Alors qu'en face, les autres indiquaient, et c'est le vice-président de la FNSEA qui parle, cela va commencer par une opération quasi-militaire d'encerclement. Bref, on l'aura compris, la manifestation, c'est un face-à-face organisé et très structuré entre 2 puissances en mouvement. Ce jeu des manifestants est un jeu dont vous êtes le héros, c'est-à-dire vous êtes le policier. C'est ce qu'indique très précisément la notice explicative. Vous êtes bien du côté de la puissance publique, du maintien de l'ordre. Nora, tu veux nous dire? Alors justement, les agents de police ont la tâche de disperser les manifestants, tâche difficile à remplir, car tandis qu'ils les séparent d'un côté, ils se réunissent de l'autre. Or, dans ce jeu, les manifestants sont représentés par des étoiles. Il y en a une sur chacun des 8 rectangles ou triangles. Le joueur lui-même représente la police. Il s'agit donc de former un carré et de ne pas laisser 2 manifestants se rencontrer sur le même chemin. C'est-à-dire 2 étoiles sur la même ligne horizontale, verticale ou oblique. Extraordinaire! Le jeu, donc vous avez compris, consiste à choisir une disposition des pièces imprimées pour éviter que 2 points rouges ne puissent se trouver sur la même ligne. L'idée, c'est bien de faciliter le travail de la police, qui n'aurait ainsi face à elle, non pas une foule, et encore moins des lignes constituées à rompre, comme une ligne de front, par exemple, en temps de guerre. Sur le plateau, pas de personnages. Simplement un carroyage, des lignes et des secteurs, de quoi concevoir et présenter en réalité une stratégie sur une représentation cartographique générique de l'espace public. Les manifestants seraient les points rouges. Et sur le couvercle de la boîte, en revanche, une scène urbaine, un autobus à impérial renversé, une Vespasienne, des personnages au loin qui s'agitent et un policier au premier plan. Le policier est là pour faire régner l'ordre dans la rue. La police, c'est forcément policé. Et si finalement la police n'était utilisée que pour défendre l'État de toute tentative de désordre? Contre le chaos, vous voyez quoi? Car de quel côté est la force? La raison du plus fort est toujours la meilleure. La force de l'État serait-elle politique? Parfois morale? Légitime? Vraiment? Ou bien un État fort et violent à l'encontre de ses propres citoyens? Ce jeu des manifestants, c'est un jeu de maintien de l'ordre qui plaît au plus fort, un jeu de maîtrise pour garantir la souveraineté de l'espace. Il n'y a pas d'autre argument que celle de la définition du projet, de sa mise en œuvre et de son anticipation. Penser la maîtrise des populations et de ses possibles mobilités, disperser la foule, imposer des contraintes sur un territoire donné. Finalement, c'est un jeu de stratégie, car il n'y a pas une seule solution possible, ni un seul point de vue. Un jeu de logique, mais pas un jeu d'échecs, un jeu pour réussir et pour apprendre, peut-être un jouet pour un enfant,
mais certainement pas un jeu d'enfant. Merci beaucoup Mireille. Mireille Jacotin, conservatrice du patrimoine, responsable du pôle vie publique, de nous avoir exhumé des fonds du MUCEM tout ce qu'on a pu voir. C'est dire à quel point, Slim, David, on est dans un continuum historique. C'est de ça dont on parle quand on parle de culture, Slim. Oui, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, alors j'allais dire des quartiers, mais quand les quartiers se déplacent dans les centres-villes, c'est le contrôle des corps, c'est le contrôle de jeunes enfants, de jeunes adultes, pour lequel il y a une suspicion très forte de délinquance. C'est une forme de danger qui s'exprime quand ils se meuvent dans les quartiers où ils vivent ou quand ils se déplacent. Et vous voyez déjà, je dis ils ne font pas partie du nous. Et ça correspond à une histoire. Si la question est de dire est-ce que tous les policiers sont racistes? Non. Mais est-ce qu'ils produisent du racisme? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire, il y a l'organisation sociale et il y a les objectifs. La politique du chiffre, si vous êtes juste rationnel et vous voulez avoir une jolie prime, vous visez les personnes des quartiers. Et quand je dis des quartiers, ça inclut la problématique des étrangers sans papier. La politique du chiffre, ça veut dire la demande de résultats de la part d'un ministère. Exactement. Il est financièrement plus avantageux de viser des jeunes que je vois fumer du hashish que de prendre une plainte, alors c'est quelque chose de très actuel, de prendre une plainte et d'enquêter sur des violences sexistes et sexuelles. Ça, c'est l'héritage du land management légué par Nicolas Sarkozy. Le quoi ? Le land management, c'est un truc américain où, en gros, on applique les méthodes du privé dans le public. Donc, on demande au service public d'avoir la rentabilité. Et en matière de police, la rentabilité, c'est du chiffre. Et le chiffre, c'est quoi? C'est constater une infraction et arrêter quelqu'un. Donc, un fumeur de shit, ça fait 2 bâtons. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller faire de la police judiciaire, d'aller démanteler des réseaux, par exemple. Et ça, on a une instrumentalisation donc politique de ces chiffres, ce qui conduit à aller au plus facile, finalement, et à continuer à produire, du coup, du racisme, même si, comme tu le dis, tous les policiers ne sont pas racistes. Oui, et on a des chiffres en France, et ils sont catastrophiques. On a des chiffres, malgré le déni des autorités, puisqu'il n'y a pas de contrôle au faciès en France. Juste après la condamnation de l'État devant la Cour d'appel de Paris en 2015, la direction de la police nationale fait 2 enquêtes, une du côté de Montpellier et une du côté du Val d'Oise, sur ce qu'ils appellent le hit rate, c'est le niveau d'efficacité des contrôles d'identité. À ce moment-là, va se poser la question au Parlement de savoir quel est le nombre de contrôles d'identité en France. Est-ce que vous avez une idée du contrôle d'identité, le nombre? Entre 10 et 14 millions de contrôles aléatoires, de routine. Donc c'est énorme. 14 millions de contrôles sur une population dont vous connaissez les caractéristiques. Ça veut dire qu'on est dans le harcèlement d'une partie de la jeunesse française. Et le hit rate dans ces 2 études, c'est 3% des contrôles permettent une interpellation qui va soit aller en vérification d'identité au commissariat, donc il n'y a pas nécessairement d'infraction, et dans les 3%, mais on n'a pas la proportion, il y a les fameux outrages et rébellions. C'est-à-dire que le contrôle illégal, discriminatoire, va quelquefois, à raison ou à tort, parce que les policiers inventent aussi des histoires, vont déboucher par un renvoi des gamins au tribunal correctionnel pour outrage et rébellion. 14 millions, 3%, où il se passe peut-être quelque chose. Vous voyez le caractère inutile, coûteux pour la collectivité, les 3 semaines de révolte. Et puis c'est dangereux pour les gamins, ou aussi pour les policiers d'ailleurs. On doit passer à la commission d'enquête. J'appelle à la barre notre premier témoin. Bonsoir, je suis Rose et samedi j'ai participé à la commission d'enquête. Ce soir devant vous je serai violence policière. Et je suis ici au procès du siècle pour témoigner de mon innocence. On me critique. Que fait la police ? On me malmène. La police est raciste. On me conspue. CRS, SS. On me harcèle. Stop aux violences policières. On me diffame. La police tue. Au point que certains extrémistes voudraient même m'interdire et me voir disparaître. Vous voyez bien qu'au XXIe siècle, mon existence est devenue un calvaire, alors que selon le mot de mon tonton, le grand général de France,
C'est moi ou la chien lit, le déclin, le désordre, l'ensauvagement, le chaos. Heureusement, je suis chaque jour légitimée et protégée par mon papa et ma maman qui me soutiennent sans condition. Ma maman s'appelle violence économique. Elle m'a toujours expliqué que l'humanité est soumise à la loi du plus fort et donc aussi du plus riche. Par conséquent, les inégalités et les injustices sont naturelles et doivent être protégées. Mon papa, lui, s'appelle violence politique. C'est lui qui protège maman et toute la famille avec les discours que prépare mon frère, violence symbolique. Et mes propres interventions quand les discours ne suffisent pas. Dans ces cas-là, papa vient me voir dans ma chambre et me dit « Ah, violence policière, c'est maintenant à toi d'apporter des arguments massus pour clore le débat. » Un jour, j'ai lu dans un livre que toute ma famille des violences serait l'expression d'un patriarcat menacé, qui aujourd'hui organiserait et soutiendrait des privilèges issus du système capitaliste, qu'on pourrait vivre autrement en société, par exemple en appliquant la devise de la République, liberté, égalité, solidarité. Mais de toute façon, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Parce que, comme vous le savez bien, moi, j'ai jamais fait de politique. Merci pour votre attention, votre empathie et votre bienveillance qui me touche sincèrement. Bravo Rose. Merci pour ce témoignage. Est-ce que ce qui est en train de se passer, est-ce que nous raconte Rose en faisant parler violence policière, violence symbolique, violence institutionnelle, politique, etc. Est-ce que tout ceci n'est pas le symptôme d'une crise démocratique immense ? Dès lors que des policiers sur les plateaux télé revendiquent être le dernier rempart de la République, c'est qu'on est dans une crise de la République. Parce qu'en aucun cas, ils ne devraient être le dernier rempart. S'ils sont le dernier rempart, c'est qu'il n'y a plus rien d'autre. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement grave. Et on l'est, comme ça a été magnifiquement dit, on l'est de manière sournoise, puisque Rose disait je ne fais pas de politique. Moi, violence policière, je ne fais pas de politique. Ce qui a été gagné, me semble-t-il, ces derniers temps, c'est que justement, on a expliqué si la police, c'est de la politique. D'ailleurs, c'est la même racine grecque, c'est police avec un S, c'est la cité, c'est la politique. Donc on est au cœur même de la cité et de la politique. Et plus vous voyez un ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas depuis 7-8 ans, qui voit être doté de milliards pour acheter des armes, pour recruter, et que que la réponse la plus visible à toutes les crises, c'est d'abord et avant tout une réponse policière, c'est que vous êtes dans une crise de la démocratie. Et on voit à quel point aussi, au sein même de l'institution policière, il y a un malaise énorme. C'est aujourd'hui 1100 policiers qui se sont suicidés au cours des 25 dernières années, 44 suicides par an en moyenne, un taux de suicide supérieur de près de 50% à celui de la population française. C'est aussi des policiers, certains syndicats qui commencent à dire en fait cette instrumentalisation politique, on en souffre. Est-ce que ça veut dire que dans ce continuum de violence symbolique et de violence institutionnelle, ce système de maltraitance d'une partie de la population, finalement les policiers le subissent aussi, au même titre que l'institution hospitalière maltraite les soignants aussi, au même titre que l'éducation nationale maltraite les professeurs? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre aussi sont maltraitées par ce système? Beaucoup disent à quel point. Je ne vais pas esquiver la question, j'ai été en thérapie pendant 15 ans. Non, mais bien évidemment, quand on maltraite, ça, c'est une partie de vous qui perd son sens. On prend le dossier du 12e arrondissement, le dossier des contrôles aux faciès, si votre quotidien, alors que vous êtes peut-être rentré dans la profession en vous disant je vais protéger et servir, comme dans les séries américaines. Et puis, dans la réalité, c'est d'aller contrôler des gamins de 12-13 ans. Et puis, comme il y en a certains qui sont des garnements, leur mettre des claques. Puis ensuite, comme dans tous les phénomènes de bande, même si c'est institutionnalisé, on est violent. Bien sûr qu'on perd du sens à sa vie. Et je pense que c'est l'un des drames. Et effectivement, je pense que c'est le problème. La maltraitance dans ce pays. Et je pense que la maltraitance que subissent les policiers, bon, d'abord, il ne faut pas oublier que la première maltraitance, c'est leurs victimes, mais bien sûr qu'elles ont un sens.
Le problème, et je veux rebondir sur l'analyse politique de David, moi je vais la résumer d'une façon. Les dossiers des contrôles aux faciès, c'est des dossiers où on n'attaque pas les policiers, on attaque l'État. Depuis 15 ans que je fais ça, quand j'accepte d'aller sur des plateaux de télé ou des réunions ou des trucs publics, je n'ai jamais un représentant de l'État que j'attaque. Qui est en face de moi? Des syndicats policiers. Dites-vous que c'est exactement, je ne fais pas que des violences policières, heureusement, je fais du droit du travail. Dites-vous que c'est la même chose qu'attaquer Google ou Decathlon ou Carrefour et d'avoir en face de vous un délégué CGT qui vient défendre sa boîte. Donc voilà, il y a aussi une confusion absolument terrifiante sur le plan démocratique. Sur la souffrance des policiers, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un autre signe, c'est le nombre de départs chaque année de policiers qui quittent la police nationale, qui est des chiffres très forts. Mais la population n'a pas à subir la fatigue, puisque rappelez-vous, ça a été une explication sur les gilets jaunes, ils sont fatigués, les CRS, donc ils tapent. Bon, la population n'a pas à subir ni la fatigue ni la souffrance des policiers. Enfin, je veux dire, bon, et surtout, vous avez parlé des syndicats. Effectivement, il y a quelques syndicats minoritaires qui remettent en question la doctrine policière. Pas les syndicats que toi tu rencontres, que vous voyez sur les chaînes de télé. C'est là où il y a un vrai problème depuis une quarantaine d'années, c'est que vous avez une cogestion ministère de l'Intérieur, syndicats, puisqu'ils signent ensemble constamment les réformes de la police. Or, on voit très bien que la police n'est pas efficiente. Le ministre de l'Intérieur passe son temps à dire qu'il y a de plus en plus de dangers, il y a de plus en plus de criminalité, qu'il faut plus de moyens, etc. À aucun moment on s'interroge sur la nature du travail policier. Est-ce que la guerre à la drogue telle qu'elle est menée depuis 40 ans, avec les résultats, et je parle à Marseille, que l'on sait, est-ce qu'elle est efficiente? Bien sûr que non. Mais remettre en cause ça, c'est remettre en cause justement la partie violente, la partie visible. David, vous gardez la parole pour votre pièce à conviction numéro 2, l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Tout est dans public, comme tout à l'heure revendique, là c'est public. Public au sens 18e siècle du terme, ça veut dire la publicité. C'est-à-dire la police doit, puisqu'elle agit en notre nom, agir de manière publique. C'est fini la police du roi, c'est fini le cachot. La police, si elle exerce son travail, elle doit le faire de manière publique. Le policier du 19e siècle, il a son RIO là. Et puis, un RIO, c'est un numéro d'identification. Voilà. Ah bah, aujourd'hui, ils l'ont plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans la publicité. Au contraire, ils se masquent. Donc ça a commencé avec l'antiterrorisme pour des raisons qu'on comprend très bien, mais que quelqu'un qui fasse des contrôles au coin de la rue, qui porte une cagoule, qui masque la plaque minéralogique, on a vu ça sur des policiers, c'est-à-dire qui agit comme une milice et non plus comme une force publique. Et enfin, l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et c'est là où on est dans la crise démocratique, je le dis vraiment, c'est-à-dire qu'en effet, ça se voit de manière très claire à nouveau, la police n'est pas au service des citoyens. En tout cas, une partie de son travail n'est pas pour l'avantage de tous. Alors elle est au service de qui? De ceux qui lui confient. C'est-à-dire l'État. Parce qu'on voit bien, ça a été très bien dit par Madame Violence Policière tout à l'heure. Par Rose. Par Rose, oui, bien sûr. À partir du moment où vous avez des violences politiques et des violences symboliques, et que pour les contrecarrer, vous avez la violence policière, eh bien la police tombe le masque et montre très bien qu'elle est au service de l'État. C'est pas nouveau. Je veux dire, le maintien de l'ordre, c'est le maintien de l'ordre établi. Ouais. Qu'il soit royaliste, capitaliste, ce que vous voulez. Slim, pièce à conviction numéro 2. Toi, tu nous présentes un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans lequel il est dit « La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse et compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. C'est pourquoi celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace mais comme une richesse. » C'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est fou quand même. Je trouve que la solution, elle est là. La discrimination raciale, c'est odieux. Enfin, on sait ce que c'est historiquement. Et l'Europe impose à la France, à tous les États européens, une obligation positive
l'État, les entreprises, doivent tout faire pour qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est en amont. Théo, ça ne doit pas exister. Ça doit être l'un des objectifs. Et vous vous rendez compte le caractère absolument génial d'un État de droit démocratique, 14 millions de contrôles, allez, on va retirer ceux qui sont justifiés, 13 millions de contrôles en moins. Je veux dire, voilà. Alors, la deuxième partie, je la trouve géniale parce qu'elle est assez peu française en réalité. La diversité n'est pas une menace, mais une richesse. Le contrôle au faciès, c'est tuer la richesse. C'est tuer nos enfants, c'est tuer... Enfin, en plus, je suis à Marseille, je suis ému de dire ça, parce que s'il y a bien une ville qui illustre la richesse de la diversité, eh bien, c'est bien ici. Et donc ça, c'est une exigence démocratique auquel on doit tous s'astreindre individuellement et en premier lieu l'État français. Alors justement, comment faire concrètement? Il nous reste quelques minutes. Eh bien, on va appeler à la barre notre second témoin. Je vous demande d'accueillir Abdelkader. Bonjour, je m'appelle Abdelkader. Ce soir, dans ce procès, je serai moi-même. Je suis un banlieusard marseillais parmi tant d'autres. J'ai 26 ans et je voudrais partager avec vous les réflexions qui me sont venues suite à un événement qui a marqué ma vie, bien que visiblement très banal. Pendant le premier confinement, j'avais l'habitude de sortir le soir pour faire un tour dans le quartier, simplement pour prendre l'air. Un soir, je marchais dans la ruelle déserte. J'avais mis mon survêtement blanc, je me sentais bien. J'aimais cette ambiance un peu fantomatique d'une ville à l'arrêt, ce silence, pas vraiment réel. Et puis, en tournant à l'angle de la rue, je suis tombé face à face avec 3 policiers qui venaient vers moi d'un pas rapide et presque en courant. Tout a été très vite, j'ai rien eu le temps de comprendre. Ils m'ont plaqué contre une voiture et l'un d'eux a sorti son arme qu'il a pointée sur moi. Ils hurlaient « Pourquoi tu as couru avec tes potes quand on a voulu vous contrôler ? Pourquoi tu as voulu t'enfuir ? Hein ? Pourquoi ?» Moi, je ne comprenais rien. De quoi ils parlent ? Quel pote ? Quelle fuite ? Quand ? J'arrivais pas à réfléchir. Au bout d'un moment, j'avais compris qu'ils cherchaient quelqu'un en particulier, habillé comme moi, en blanc. Alors j'ai essayé d'expliquer qu'ils se trompaient de personne, que j'habitais la rue d'à côté et que j'avais même mon attestation de sortie. Mais eux, ils n'écoutaient même pas. Ils continuaient à m'insulter, en me tutoyant bien sûr. Ça a bien duré 20 minutes. À la fin, l'un d'eux a dit « Laisse tomber, c'est vraiment pas lui ». Et le policier agressif m'a littéralement balancé d'un côté en me disant de rentrer chez moi et surtout de fermer ma gueule. J'en ai parlé à personne. C'était tabou pour moi. Je me sentais vraiment humilié de ne pas avoir été reconnu en tant que personne et de ne pas avoir eu le droit de dialoguer. Je me suis souvenu alors d'une conversation avec un de mes cousins, plus âgé. Il m'avait raconté à l'époque, de son adolescence à lui, comment c'était la vie du quartier avant. Et puis, le rapport avec la police de proximité. Bon, c'était pas non plus tout rose, hein. Mais il disait qu'au moins, il y avait un échange. Les flics passaient régulièrement dans le quartier, et ça permettait souvent de désamorcer des situations tendues. Et parfois, c'est pas une blague, ils jouent au foot ensemble. Pour moi, aujourd'hui, après ce qui m'est arrivé, il m'est impossible de considérer le policier qui m'a insulté comme un citoyen investi d'un rôle important, d'un rôle auprès des gens, mais seulement comme quelqu'un déguisé en Robocop qui agit en toute impunité et qui, en plus, abuse de son pouvoir. Mais d'après Sarkozy, qu'il a supprimé en 2003, je cite, « La police de proximité ne résout rien. Elle n'est pas là pour jouer au foot avec les gamins. » Depuis, j'ai lu des trucs pour voir comment ça se passe dans d'autres pays et je suis tombé sur le site du Défenseur des droits qui raconte comment ça se passe en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Depuis les années 90, les policiers allemands ont été orientés vers des tâches de médiation et de coopération et de communication qui les obligent à écouter tous les partis et à envisager la désescalade. La notion de désescalade signifie dans la doctrine allemande la neutralisation des conflits par le biais de médiation et d'arrangements à l'amiable, tout en évitant alors le recours d'interpellation et au dépôt de plainte. Alors je pose la question, pourquoi on ne ferait pas pareil ici ? Merci de nous avoir raconté cet événement. Slim, ça t'inspire quoi, ce que tu viens d'entendre ?
J'ai du mal, là, vraiment, j'ai du mal avec ta question, parce que... Merci, Abdelkader. Voilà. Maintenant, même le bonjour. Bonjour monsieur, contrôle d'identité. Quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes contrôlé, dans un premier temps. Ensuite, vous le savez, que c'est votre couleur de peau, c'est votre origine sociale, le quartier. Vous êtes humilié. Vous n'avez pas un rapport avec l'une des institutions les plus respectables, entre guillemets, de la République, qui vous humilie, alors en droit, on parle de dignité. La discrimination, c'est dans le chapitre de la dignité humaine. Et la dignité humaine, si elle est atteinte, et notamment quand on est un gamin, c'est très compliqué à reprendre. Parce que la défiance, elle devient très très forte quand vous êtes contrôlé des dizaines de fois par semaine à 11, 12, 13 ans. À un moment donné, ce besoin de dignité, et Toubon en a très bien parlé un jour sur France Inter. Jacques Toubon, qui est l'ancien défenseur des droits. Oui, pardon. À un moment donné, il y a des choix, et des choix quand vous n'êtes même pas adolescent. Si des policiers vous maltraitent et font de vous un caïd à 13 ans alors que vous mangez des carambars et que vous n'êtes pas bon à l'école, à un moment donné, vous prenez au jeu. C'est-à-dire que vous rentrez dans le rôle. Et donc, il y a aussi les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que la police, il faut le savoir, j'en suis absolument convaincu, elle produit de la délinquance. Pour les raisons que je viens d'évoquer, mais également quand le moyen de communication, c'est la claque, c'est la violence. Il y a la colonialité, puis il y a la virilité aussi. Il y a la virilité. Voilà, donc voilà ce que ça m'inspire. Mais en France, il n'y a pas d'études sur l'impact de la discrimination raciale, sur le plan psychologique, sur la santé. Moi, j'ai des copains avec qui je travaille ces dossiers-là. Si j'ai le malheur d'arriver en retard sur la place de la Bastille, moi, mes copains qui ont 50 ans, ils sont au téléphone très souvent. Et je sais qu'ils ne sont avec personne. C'est juste pour avoir une contenance, parce que si les policiers les voient tout seuls attendre, eh bien c'est chelou pour beaucoup des policiers. Donc c'est ça aussi le coup, c'est d'être totalement tendu à tout moment dans sa vie sociale, culturelle, et de savoir qu'on a un problème. Et ça, c'est un coût en termes de santé publique énorme. Ce que nous pose Abdelkader, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement, au-delà des textes qu'on a vus, pour faire en sorte d'enquiller sur autre chose. On a entendu la fin des contrôles aux faciès, on a entendu la nécessité en fait de changer de doctrine de maintien de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? D'abord, il faudrait aller voir ailleurs. Tu as parlé de l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a les Pays-Bas, il y a la Suède, il y a même certaines villes américaines, nord-américaines, après le meurtre de Floyd. Donc il faut aller voir ailleurs. Et puis, mais ça, je pourrais être très long, c'est le droit, les class action et tout ça, mais tu as probablement un truc à dire. Il y a le jeu politique et il y a des réformes. Donc il y a la possibilité de la réforme. Il y a les abolitionnistes. Alors là, ça va être plus long, parce que c'est un projet en réalité révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas que abolir la police, c'est tout le système qu'il faut abolir. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a un autre point, c'est le contrôle de la police. Simplement de se poser la question, de se réunir en se disant mais au nom de quoi cette police agit, comment elle agit. Alors là encore, si on prend l'exemple anglais, on a l'équivalent de l'IGPN, pour aller très vite, qui est indépendant, qui dépend du ministère de la Justice et non pas du ministère de l'Intérieur. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il y a des pistes. Il y a la réforme, il y a l'abolition, il y a le contrôle de la police. En fait, il y a quand même quantité de choses pour que ça puisse changer. Et je voudrais terminer, me concernant, par un point positif, parce que c'est très positif ce soir quand même, c'est qu'on a perdu devant le Conseil d'État, on a gagné devant la Cour de cassation. Heureusement, on a des dossiers devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et si la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il y a des contrôles aux faciès, la conséquence, c'est que le fameux article 78.2 qui permet les contrôles d'identité, qui sont trop lâches, eh bien, sera abrogé. Voilà, donc ça c'est pour le droit. Le droit, c'est fondamental, mais c'est pas tout, donc bonne chance à tout le monde. Merci à tous les deux. Slim Benachour, David Dufresne. Cette séance a été enregistrée le 5 février 2024, avec la participation de Slim Benachour, David Dufresne, Mireille Jacotin et Nora Hamadi à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz.
en partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.